bienvenue. Merci de vous installer pour cette session consacrée à un sujet brûlant d'actualité, à savoir la dette. Alors, je suis ravie d'être parmi vous pour animer cette session. On aura un moment d'échange avec vous, évidemment, donc avec toute la salle. Et bien sûr, on va commencer avec nos intervenants. Je me présente rapidement. Je suis journaliste économique sur LCI. Je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy. Alors, cette session, elle est coordonnée par Jean-Paul Paulin. Jean-Paul, vous êtes docteur en sciences économiques, spécialisé dans la monnaie, la banque, la finance. Vous êtes également professeur à l'Université d'Orléans et bien sûr, membre du Cercle des économistes. On est ravis que vous soyez là parmi nous donc pour cette session. Avec nous également donc Gérard Beckerman, c'est à côté de moi, président de l'Association française d'épargne et de retraite, l'AFFAIRE. Sarah Carlson est là. Sarah Carlson, vous êtes vice-présidente principale de Moody's Ratings Sovereign Risk. On est impatient de vous entendre. Salim Chahine, vous êtes vice-gouverneur de la Banque du Liban. Vous êtes à côté de Sarah. Éric Chenu, vous êtes président, vous, de la Mutualité française. Jacob von Weizsäcker, vous êtes ministre des Finances et des Sciences dans la région de Sarre en Allemagne. Voilà, donc tout notre panel est là. On va démarrer donc avec vous, Jean-Paul Paulin, pour cadrer justement le débat. Et vous allez nous dire si finalement, eh bien, vous êtes d'accord avec cette idée ou pas. Est-ce qu'il faut aujourd'hui se désendetter, quoi qu'il en coûte ? Ou peut-être pas forcément, vous avez peut-être d'autres idées. Alors on vous écoute avec attention. Oui, merci Isabelle. Alors on sait que durant les 15 dernières années, les pays avancés pris globalement ont multiplié par 2 leur taux d'endettement. C'est déjà embêtant parce que, évidemment, ça ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre pour l'avenir si d'autres crises venaient à se réaliser. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que ces pays en question se trouvent aujourd'hui confrontés à une masse d'investissements colossale, c'est-à-dire les investissements pour la transition écologique, la transition technologique. D'autre part, aussi le réarmement des pays, donc les dépenses de défense, et pour certains de ces pays également la réhabilitation des biens et services publics. Alors, dans ces conditions, dire qu'on va se désendetter, ça paraît a priori compliqué, voire une provocation. Mais le taux d'endettement, ce n'est pas vraiment ce qui est important. Je veux dire, ce qui peut mettre en péril l'économie, ce qui peut conduire les dettes à être déclarées insolvables ou insoutenables. Mais ce qui est important, c'est en fait la trajectoire de ce taux d'endettement, parce qu'il faut savoir si le taux d'endettement va continuer à croître de façon explosive ou si au contraire il est susceptible de se stabiliser et qu'on prend les mesures pour cela. Alors, cette trajectoire, en réalité, elle dépend de 2 variables très simples. D'abord, les soldes budgétaires, et puis d'autre part, l'écart entre le taux d'intérêt porté par la dette et le taux de croissance de l'économie. Dans ces conditions, si on considère que les taux d'intérêt ne reviendront pas à des niveaux aussi anormalement bas que ce qu'ils ont connu dans le passé, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait jouer sur les déficits budgétaires, les réduire, mais sans pour autant réduire le taux de croissance, parce que si le taux de croissance se trouvait réduit, ceci agirait négativement sur la trajectoire dont je parle. Par conséquent, c'est sans doute possible parce qu'on peut jouer sur, par exemple, l'efficacité des dépenses publiques, on peut jouer sur la fiscalité, mais il faut le faire de façon à ne pas casser la croissance, ce qui est sans doute compliqué, sans doute très coûteux au niveau social et politique. De sorte que, finalement, on peut se demander, est-ce que la meilleure des solutions, ça ne serait pas de faire le pari de la croissance, quitte à s'endetter un peu plus, de façon à financer les investissements porteurs de croissance et qui nous permettraient justement de
nous inscrire sur cette trajectoire stable dont je parlais. Alors, ceci, évidemment, n'est pas donné gratuitement et n'est pas aussi facile que cela. Il faut que ce soit crédible. C'est crédible aux yeux des marchés. Il faut, par conséquent, qu'il y ait derrière cela une stratégie qui soit bien comprise et qui soit suffisamment peaufinée. Et puis, peut-être faut-il aussi que nous recevions sur cette question, au niveau européen, l'aide de certains de nos partenaires. Merci Isabelle. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors on va enchaîner avec vous, Sarah. On va finalement vous faire réagir par rapport à cette provocation un peu de Jean-Paul qui nous dit finalement, est-ce qu'il faut se désendetter à tout prix ou est-ce qu'au contraire, il faut encore augmenter l'endettement pour ne pas casser la croissance? Pour vous, Sarah Carlson, le lien finalement entre endettement et croissance, il n'est pas forcément automatique. Hein. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Permettez-moi de répondre à vos questions en anglais. C'est une question assez importante. I'll continue in English. We don't see Je vais continuer donc en langue anglaise. Nous ne voyons pas le monde de cette manière binaire. Nous ne voyons pas qu'il y a un choix fondamental entre la croissance et l'endettement. Nous avons une méthodologie pour la notation de plus de 140 pays du monde et nous appliquons cette même méthodologie à chaque pays. Et nous examinons 4 facteurs principaux. Nous regardons les forces économiques de chaque pays et je vais rentrer dans le détail dans quelques instants. Nous regardons la force des institutions et de la gouvernance. Nous regardons la force des finances publiques et la susceptibilité aux risques externes. Quand on parle des forces économiques, on ne parle pas des prévisions économiques sur un an ou un autre. Les pays passent par des récessions et d'autres cycles économiques normaux. Et notre pratique consiste à regarder au-delà de ces cycles. Nous pensons aux facteurs structurels de croissance et les taux de croissance structurels que les pays peuvent accomplir, réaliser. D'où vient cette croissance? Cette croissance vient du fait de mettre en place des politiques publiques prévisibles. Il faut mettre en place des politiques budgétaires stables. Pour ceux qui ont étudié l'économie et qui ont étudié les facteurs fondamentaux de la croissance, il y a 3 éléments. Tout d'abord, la main-d'œuvre. Il faut réfléchir à l'approvisionnement en main-d'œuvre. Il faut inciter les femmes et les hommes à travailler. Il faut inciter les hommes à rester, les femmes et les hommes de rester plus longtemps dans la force, dans la population active. Il faut augmenter la productivité du travail. Ensuite, il faut réfléchir à la productivité du capital. Pour ceux qui assistent à différentes sessions depuis 2 jours, on entend beaucoup parler d'innovation et de productivité. Ce sont des sujets tout à fait importants et ce ne sont pas des sujets qui sont générés forcément par des dépenses publiques. Cette innovation vient de l'investissement du secteur privé, de la recherche et de développement et plusieurs sources. Enfin, il faut prendre en compte la productivité en facteur total. Il s'agit d'un facteur mathématique résiduel, mais c'est un résiduel qui est important. Comment réaliser cette productivité, atteindre cette productivité. C'est pour ça qu'avec mes collègues, nous parlons des réformes économiques structurelles pour améliorer l'efficacité du fonctionnement de l'économie, pour que ces économies croissent plus rapidement. Cette croissance n'est pas quelque chose qui se met en place rapidement. D'expérience, on sait qu'il peut nécessiter 10 ans pour un pays qui a mis en place un programme de réformes structurelles de récolter les fruits de ces réformes. Mais en même temps, c'est effectivement ce type de méthodologie qui permet de créer une croissance durable, soutenable. Et c'est ce qui est important de la point de vue d'une agence de notation. Nous répondons à une question qui est assez précise et étroite. Nous voulons savoir que si un investisseur achète une obligation, est-ce qu'il va recevoir en retour le prix de son investissement? C'est pour ça que nous pose la question et c'est pour ça que nous prenons une perspective à long terme. C'est une question qui concerne les gouvernements, mais ce n'est pas seulement les gouvernements qui sont concernés. On peut aller plus loin pour parler des niveaux d'endettement plus tard, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer, cadrer la discussion.
Vraiment, donc, avec ce qui s'est passé dans votre pays. Pour vous, quelle est votre approche justement entre ces différents concepts, croissance et dette, et comment vous réagissez à ce que nous a dit Jean-Paul Paulin? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, parfait. Je vais essayer de répondre à Jean-Paul et puis essayer de revenir sur ce que Sarah vient de dire. Évidemment, la plupart des pays dans le monde aujourd'hui cherchent à trouver cet équilibre entre solde budgétaire et endettement public. Mais je vais essayer de répondre à cette question avec quelques chiffres. Parfois, les chiffres expliquent mieux la situation que les mots. Entre 2010 et 2013, la dette publique mondiale a augmenté de 51 trillions de dollars à 97 trillions de dollars, autour de 90%. Le produit intérieur brut a augmenté de 66,7 trillions de dollars à 105 trillions de dollars, une augmentation de 58%. C'est-à-dire que le ratio de la dette publique au produit intérieur brut est passé de 77% à 92,4%. On voit l'évolution. Mais en même temps, le déficit budgétaire en termes de produit intérieur brut en 2023 est passé à 5,5%. Quand on regarde le coût de la dette par rapport au PIB, c'est autour de 1,7% en moyenne mondiale. Juste à titre de comparaison, la moyenne mondiale de dépenses budgétaires sur la santé ou l'éducation par rapport au PIB, c'est autour entre 3,7% et 4,9%. Il y a 3,3 milliards d'habitants sur Terre qui vivent dans des pays où le coût de la dette est important que les dépenses sur l'éducation et la santé. Je vous laisse imaginer le trajectoire dans lequel nous vivons. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'atteindre cet équilibre entre viabilité budgétaire et niveau d'endettement public, c'est un point complexe. Comme vous venez de le dire, il y a des pour et des contre. Bien sûr, abaisser la dette, c'est quelque chose de bien pour nous financiers. Mais en même temps, quand un gouvernement décide d'abaisser la dette publique, ça se traduit aussi par moins de dépenses sur les services essentiels. On parle d'éducation, de santé, on parle d'infrastructures, on parle de secteurs économiques qui seraient touchés, éventuellement du chômage, augmentation des inégalités et ralentissement économique. Mais laisser augmenter la dette, c'est aussi dangereux dans la mesure où les taux d'intérêt augmentent, le coût de la dette augmente par rapport au secteur privé, il y a un effet négatif. Il y a aussi des effets d'éviction, où il y a un transfert de l'épargne disponible du secteur privé jusqu'au secteur public. Mais il y a aussi un ralentissement économique à terme. Donc, les pays doivent gérer cette complexité. Et évidemment, one solution does not fit them all. Et ce qu'on a compris, c'est doomed if you do, doomed if you don't. Peu importe ce qu'on fait, on est malheureusement dans une situation de complexité. Et à partir de là, il faut trouver un scénario de rééquilibrage graduel et d'une manière optimale, de manière à ce que les gouvernements puissent répondre aux besoins de court terme sans affecter cette viabilité à long terme, le sustainability of the business model we're dealing with. Merci beaucoup. Alors, Éric Chenu, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, pour vous, on le sait, la dette, elle est importante puisque la dépense publique, elle est très importante. Il y a une utilité sociale. Donc, en tant que président de la Mutualité française, qu'est-ce que vous en pensez ? Bonjour à toutes et à tous. Je dirais il y a dette et dette, en fait. Je pense qu'il faut regarder évidemment la dette au sens économique, budgétaire, financier, mais il faut aussi regarder les autres dettes. La dette écologique, la dette en termes de cohésion sociale. Et on en voit en ce moment dans notre pays l'impact que les inégalités, que le recul d'un certain nombre de services publics peuvent avoir. Donc il faut regarder l'ensemble de ces éléments-là. Parce que si on n'y prend pas garde, des réductions importantes, drastiques, sur certains investissements publics en termes d'infrastructures, de préparation et d'accompagnement des grandes transitions dans lesquelles notre pays est engagé, la transition écologique, transition numérique, ça a été dit, mais aussi la transition démographique qui nécessite des grandes adaptations. On risque de faire en sorte que ces économies de quelques milliards génèrent des dépenses bien plus importantes à 5, 10 ou 20 ans. Et donc, il faut vraiment regarder de manière systémique à quoi servent les dettes.
Les dettes, c'est jamais que le différentiel entre les recettes et les dépenses. Si la dette, elle permet d'investir, c'est une dette structurelle qui permet d'investir sur des infrastructures, sur de la création de valeurs futures, c'est de la dette utile. Si la dette, en revanche, est là pour éponger un déséquilibre des dépenses de fonctionnement, là, ça peut poser un certain nombre de problématiques. Et en dehors de périodes de crise, on ne devrait pas générer ce type de dette conjoncturelle qui, malheureusement, dure un peu trop dans notre pays. Et il faut que la dette, elle crée de la valeur, que ce soit de la valeur économique, que ce soit de la valeur écologique, de la valeur sociale. Et après, toute la question, ça va être aussi de voir comment l'ensemble des populations, l'ensemble des territoires ont accès à ces créations de valeur, pour que l'effort collectif que l'on fait par l'émission de dette, par l'investissement public, soit justement réparti. Sinon, on se réserve des lendemains de plus en plus difficiles. Et puis, je dirais qu'il nous manque peut-être des indicateurs pour pouvoir piloter tout cela. Et piloter tout ça dans le cadre d'un contrat social renouvelé de confiance entre les citoyens, les pouvoirs publics, entre les acteurs économiques, les acteurs de la société engagés, les acteurs de la société civile et la puissance publique. C'est finalement qu'aujourd'hui, dans les éléments d'indicateurs de comparaison que l'on a, on n'a globalement que le PIB. Et le PIB, il a cet avantage d'être très comptable, de tout comptabiliser, mais on additionne des éléments qui sont des éléments d'externalité positifs et des éléments d'externalité négatifs pour le bien-être de l'ensemble des acteurs. On va additionner autant des éléments qui sont polluants que des éléments qui protègent la santé. Or, l'impact en termes de bien-être, l'impact en termes d'équilibre durable de la santé et de la protection sociale n'est pas du tout le même. Et donc, il nous manque peut-être et probablement des indicateurs un peu plus fins qui permettent d'accompagner la décision publique et puis de pouvoir avoir une forme de feedback à destination des populations. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra piloter de manière démocratique, éthique et citoyenne la dette. C'est ce qu'on verra effectivement quand on va parler des solutions à mettre en place. On poursuit ce premier tour de table avec vous, Jacob van Weizsäcker. On peut dire que finalement, des niveaux d'endettement trop élevés, aujourd'hui, sont quand même assez incompatibles avec ce qu'on peut dire sur l'Union européenne, avec la crédibilité de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis là-dessus? Inviter un Allemand comme moi pour parler de la dette, c'est presque caricatural, j'imagine. Et je vais peut-être commencer en disant, entre la France et l'Allemagne, peut-être si on regarde les dernières quelques années, peut-être ça saurait être mieux si la politique fiscale en Allemagne était devenue un petit peu plus française et la politique fiscale française était menée d'une manière peut-être un petit peu plus à l'allemande. Et donc, vous voyez très bien, je pense qu'il n'y a pas une vérité absolue concernant la politique fiscale, mais il se peut que la dette publique est un indicateur pour un problème un peu plus profond, un indicateur pour une politique qui regarde que le court terme. Et une politique de court terme n'investit pas assez. Vous venez d'évoquer les autres dettes, peut-être dans notre stock de l'infrastructure, dans notre capital naturel, y inclut le climat, dans le capital humain. Et on consomme trop, on n'investit pas assez et on a un déficit trop élevé. Et ça, au total, mène à une situation qui est mauvaise dans un avenir pas proche, mais à moyen terme et à long terme, c'est mauvais pour le pays. Et dans le sens inverse, si on investit assez, si on fait un petit peu attention aux finances publiques, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on ne fait pas de dette, mais si on fait la dette pour des bons projets,
Moody's va pas nous punir. Moody's va dire mais c'est une bonne chose, continuez comme ça. Mais malheureusement, et c'est pas une observation de causalité, c'est une observation de corrélation. Souvent, le court-termisme fiscal et le court-termisme en termes d'investissement a une corrélation positive. Mais logiquement, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, juste pour continuer un petit peu dans l'esprit des interventions qu'on a eues avant, une question à regarder entre le secteur public et le secteur privé, c'est certainement si les investissements publics ont un effet d'attraction, crowding in, vis-à-vis les investissements privés, ou s'ils ont un effet d'éviction, qu'à cause du fait que l'État a plus d'activités, le secteur privé se retire et n'est plus intéressé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut en principe quantifier. Donc c'est quelque chose, c'est possible de regarder, est-ce qu'on se retrouve dans le bon régime, le régime d'effet d'attraction, ou dans le régime d'effet d'éviction. Et certainement, si on regarde beaucoup de dépenses démographiques, par exemple, si les gens vivent beaucoup plus longtemps, mais refusent absolument de travailler un petit peu plus dans la vie, pas en pourcentage de les espérances de vie, mais dans le nombre d'années absolues, ça peut mener à des effets d'éviction plutôt d'attraction. Juste pour donner un exemple, et le problème démographique, franchement, en Allemagne est encore plus grave qu'en France, donc je me permets de le mentionner. Merci. Gérard Beckerman, alors pour vous, la crédibilité de la dette, elle est primordiale, et si on veut la réduire, il y a peut-être des pistes, mais il ne faut pas prendre n'importe lesquelles, et notamment peut-être pas certaines pistes qui ont été évoquées notamment par des députés récemment. Permettez à un Alsacien de considérer ce que notre ministre allemand vient de dire, mais comme je suis quand même français, je vais vous attirer vers nous. Ça sera l'effet d'attraction, et puis je vous laisse l'effet d'éviction. Crowding out effect, Ausschaltungseffekt, sagt man, ja. Et donc, les députés, il faut les laisser là où ils sont, quels qu'ils soient. Surtout en ce moment. Les députés, j'ai pas du tout le même message concernant la dette. Les députés qui sont incapables, depuis des décennies, de voter des budgets en équilibre, mais uniquement des budgets déficitaires, eh bien, font que les députés, ils se nourrissent de la dette, alors que nous, citoyens, épargnants, libres, qui travaillons toute une vie, comme nos parents, comme nos grands-parents, pour mettre des économies de côté, eh bien, nous nous appauvrissons avec la dette. Et la différence, c'est qu'un État, lorsqu'il émet des emprunts, et je ne parle même pas des dettes perpétuelles, comme on dit, non mobilisables, qui représentent quand même 450 milliards, mais de l'ensemble de la dette négociable sur les marchés, tout ça, c'est pas bon, je vous le dis. Ce n'est pas bon parce que ça provoque pour les millions de Français qui ont eu la chance d'épargner, car c'est une chance que d'épargner. Cela veut dire qu'on ne consomme pas tout notre revenu, et ce n'est pas permis à des millions de Français d'avoir cette chance. Eh bien, cela veut dire que la confiance devient défiance, la sécurité devient insécurité, et puis le contentement, pour ne pas dire le consentement à l'impôt, il devient de plus en plus fragile, et c'est ça qu'il faut éviter. Et quand on a mis en place au début du XXe siècle notre impôt sur le revenu, jamais il n'était question qu'il fût un impôt redistributif. On ne s'occupait pas de la justice. Et il y a même à l'époque des députés qui avaient préconisé
un impôt qui fut proportionnel plutôt que progressif. C'est bien plus tard, comme l'a rappelé le président Éric Chenu tout à l'heure, et j'adhère à ses missions, que le souci de permettre à l'impôt d'avoir une fonction, une mission de réduction. Il ne m'aime pas. Il me coupe la parole. Une mission de redistribution et de justice sociale, je ne dis pas que c'est secondaire, mais c'est second par rapport aux grandes missions régaliennes de l'État, la défense du territoire, l'éducation, la santé. Tout cela, ce sont des fonctions essentielles qui peuvent justifier une dette publique. Et j'ajoute que quand un pays comme la France a un taux d'endettement supérieur à son taux de création de richesse, 110% du PIB. Et 5,5% pour le déficit. Comment? Et 5,5% pour le déficit. C'est moins grave le déficit. Le déficit, c'est un petit flux. Mais la dette, c'est un gros stock. Je ne sais pas si Sarah est bien d'accord avec ça. Le déficit. Je suis pas sûre. Non, le déficit alimente la dette. Et donc, quand je dis qu'un pays est arrivé à un point où il crée davantage de dettes que de richesses, la situation est sérieuse, elle est grave. Car il ne faut pas ponctionner en permanence les épargnants qui, eux, font l'effort de ne pas être déficitaires. Parce que moi, si je ne rembourse pas mes dettes, eh bien, on va me poursuivre en justice. Mais si l'État, lorsqu'il ne rembourse pas sa dette, comme c'est, je dirais, son ADN, on ne paye que les services d'intérêt. Et quel est l'intérêt des Français à payer chaque année 53 ou 55 milliards d'agios de services financiers pour l'État? Vous croyez que notre bien-être, il augmente quand on doit payer ses intérêts? Donc je dis, il faut se fixer des limitations à la progression de l'endettement. Et pour tout dire, je pense que la dette, elle est un ennemi à la confiance et à la croissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors justement, j'aimerais que vous rebondissiez là-dessus, qu'on passe à la partie solution justement. Alors Sarah, donc la dette, donc ennemi finalement, donc pour la confiance, pour la croissance, quelle solution? Donc il faut regarder bien sûr la trajectoire, vous l'avez déjà dit. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? J'ai expliqué le rôle du marché, mais sur le rôle du marché financier, ce n'est pas de rembourser ce que... Donc, il y a eu quelques commentaires de la tribune qui parlent peut-être. Ce n'est pas le niveau, le trajectoire de la dette. Oui, c'est à la fois le niveau et la trajectoire, parce que si vous réfléchissez aux inconvénients de ne pas réduire la dette, donc c'est-à-dire de ne pas simplement rester stable, parce qu'après tout, les crises vont venir. Et donc, les crises vont coûter de l'argent, mais souvent, ils coûtent très, très cher. Et donc, à quoi on pense, c'est le coût de ne pas faire de choix politiques. Parce que tout ce dont nous avons parlé dans cette tribune, ça concerne la prioritisation et les choix. Et c'est un choix de ne pas réduire la dette. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, comme on l'a dit, ça veut dire que le coût de la charge de la dette, les intérêts. Donc, ceci peut vraiment faire un effet d'éviction sur les investissements. Le niveau d'intérêt va rester élevé, même si c'est stable. Ensuite, vous allez rester vulnérable aux augmentations des taux d'intérêt. Et ces taux d'intérêt ne vont pas revenir où ils étaient avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Et donc, c'est un taux d'intérêt très élevé qui sont devenus normaux. Ça veut dire que la note des intérêts, le service de la dette devient plus élevé. Puis il y a également la marge de manœuvre et puis il y a des capacités d'absorption des chocs ou d'amortissement des chocs. La réduction de la dette, faire des choix difficiles, vous savez, c'est politiquement difficile. Mais je ne suis pas ici pour dire à un gouvernement ce qu'il doit faire, mais
de ne pas faire ces choix, cela veut dire que vous n'avez plus cette marge de manœuvre lorsque la prochaine crise arrive pour pouvoir l'absorber, l'amortir, sans causer encore une augmentation, donc une augmentation permanente du niveau de dette. Donc c'est comme cela que nous y réfléchissons à chez Moody's. Nous, si la dette augmente, est-ce que le gouvernement peut la faire redescendre et reconstruire cette capacité d'amortissement? Parce que l'horizon du temps auquel nous réfléchissons, nous, c'est long. C'est pour ça que vous pouvez, bien sûr, pendant une crise comme la Covid, dont même si la dette augmente, on va accepter. Mais l'une des choses que l'on dit très tôt, pendant la pandémie, on a dit très tôt, c'est quelque chose qui était important. Ce qui est important, c'est ce que les gouvernements vont faire après. Et lorsque la dette aura monté, est-ce qu'elle va redescendre? Et dans certains pays d'Europe et en dehors de l'Europe, on voit ces niveaux redescendre. Dans certains cas, ils redescendent très rapidement. Dans certains pays où on ne s'attendait pas à ça. Le niveau de la dette grecque est en train de descendre rapidement. Les Portugais, le niveau de la dette portugaise descend rapidement. Chypre, c'était des pays qui étaient en crise il y a à peu près 10 ans. Mais après cette crise, après des choix difficiles, ils ont maintenant cette marge de manœuvre pour, bien sûr, traverser une nouvelle période de crise. Salim, je vous vois réagir par rapport à ça, Sarah. Question, parce qu'on a envie de vous entendre réagir aussi, donc préparez déjà vos questions. Donc par rapport à ce que nous disait Sarah et par rapport à vos propres solutions. Oui, Salim. Je vais essayer de relever le débat un peu en profitant de ce que Sarah vient de dire. Nous, dans le monde arabe, on parle souvent le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. On a l'histoire de deux mondes. Les pays importateurs du pétrole, et là, l'Afrique du Nord, le Liban, la Jordanie, et puis les pays exportateurs du pétrole, là, le Golfe, l'Arabie Saoudite et le reste. Pendant la période de Covid, la plupart des pays dans le monde, comme on l'a vécu en Europe, aux États-Unis, ont été amenés à apporter des soutiens financiers aux épargnants, aux ménages et aux entreprises. Mais on était dans une situation de choc économique, donc l'activité était en statu quo, enfin, ça ne fonctionnait pas. Donc à partir de là, le seul moyen pour financer ces aides financières, c'était avec de la dette publique. Alors que le PIB était en train de baisser, le ratio de dette par rapport au PIB a augmenté. Alors après la crise de Covid, à partir de 2021, on a vu pas mal de pays exportateurs du pétrole ajuster leurs ratios et abaisser ces ratios, alors que les pays importateurs continuaient avec leur struggle, avec des ratios élevés. Mais quand on regarde la composition de la dette, et c'est ça le point le plus important dans la dette publique, quand on regarde la composition de la dette dans le monde arabe, elle est de plus en plus financée par l'interne plutôt que par l'externe. Et là, on parle d'un phénomène économique qui s'appelle le nexus entre le sovereign et la banque. Donc, ce Sovereign Bank Nexus veut dire que l'argent des déposants est exposé à ce risque d'État. Si l'État fait face à un problème avec son budget, son solde budgétaire, le risque d'une dégradation, enfin d'une détérioration du rating ou bien d'un problème poussé, c'est que le stock de dépôts dans le secteur bancaire est aussi exposé à risque. On a des pays dans le monde arabe où l'exposition directe ou indirecte au risque d'État est supérieure à 50-60%. Et c'est ça l'exemple du Liban. Juste avant la crise libanaise en 2019, autour de 70% de l'épargne des déposants était directement ou indirectement investie dans les obligations d'État libanais. Et quand la crise est arrivée, le pays est rentré dans un blocage complet d'un point de vue économique parce que les banques étaient incapables de récupérer leur argent de l'État et, dans ce sens-là, incapables de rendre l'argent aux déposants. Et on est à notre 5e année sans solution de la part de l'État, mais le secteur privé a repris. Aujourd'hui, on a un secteur privé qui produit, surtout dans le secteur des services, mais malheureusement, en l'absence d'État, on a un chômage déclaré assez élevé, une économie de cash, mais on a aussi une infrastructure usée et des services publics complètement arrêtés. Et à partir de là, tout ce qu'on cherche à faire, c'est essayer de convaincre la classe politique de trouver une solution avec
les créanciers à l'international, le Fonds monétaire international, de se regrouper et de nous aider à relancer la machine économique en partenariat avec le secteur privé. Gérard Beckerman, donc on n'en est pas évidemment donc, dans le cas du Liban, heureusement en France, mais une dette forte, c'est important aujourd'hui, vous nous l'avez déjà dit, c'est pour l'assurance vie, pour votre secteur, hein, je rappelle donc vous êtes le président de l'affaire, c'est très important d'avoir cette dette forte pour votre secteur. Mais écoutez, l'assurance vie, c'est 1900 milliards. Cette assurance vie, elle rend d'immenses services à l'État. La moitié de notre dette publique domestique, c'est-à-dire j'exclus les 55% des 3 milliards qui sont souscrits par les non-résidents, il en reste beaucoup. La moitié de cette part restante, c'est nous, c'est l'assurance vie. Et quand je dis c'est nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est 22 millions de Français qui ont beaucoup travaillé pour mettre des économies et dont les responsables des compagnies d'assurance investissent dans du papier public. Et c'est un appel très fort que je lance aux futurs députés, c'est que si vous voulez qu'on ne finance plus la dette publique, eh bien, si vous voulez que nous continuions à financer la dette publique, arrêtez de taxer l'assurance vie. Si vous taxez l'assurance vie, vous allez taxer les hôpitaux, les routes, les écoles, la santé, la transition écologique, le développement durable. Laissez-nous tranquilles. On n'a pas besoin de députés qui vont taxer une fois de plus l'assurance vie, qui est l'épargne par excellence pour faire face à tous les aléas de la vie. Éric Chenu, quelles sont les solutions que vous préconisez? Donc, on vous a entendu déjà tout à l'heure parler de l'importance justement de la dette, cette dette qui était multiple, hein, vous nous l'avez rappelé, pas seulement financière, mais qui revêt d'autres aspects. Donc aujourd'hui, que faut-il faire pour arriver quand même à aller sur cette trajectoire de réduction? Il faut surtout qu'on sorte des ajustements à l'annuité budgétaire. Il faut qu'on sorte de la logique PLF, PLFSS qui ne permet pas aux acteurs, que ce soit les parties prenantes, je vais parler pour mon secteur, du système de santé et de protection sociale, de pouvoir se projeter, de pouvoir planifier les nécessaires adaptations. Donc il faut qu'on raisonne en pluriannualité, en plan de programmation. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, nos cadres réglementaires, législatifs ne sont pas facilitants pour cela. Mais surtout, il y a un court-termisme qui s'est installé côté puissance publique qui n'est pas du tout facilitant. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Deuxième élément, moi j'aime bien ce qu'a dit Gérard Beckerman tout à l'heure, quand il a parlé du consentement, du contentement à l'impôt, aux cotisations sociales. Il faut se souvenir que pour financer la protection sociale, la dernière grande réforme systémique qui a été faite dans notre pays, c'est il y a 30 ans. C'était même il y a 35 ans, c'est la CSG. Où les pouvoirs publics de l'époque, le gouvernement Michel Rocard, se rend compte que ça ne sera pas tenable du fait des évolutions tendancielles démographiques si on continue à vouloir tout financer sur les cotisations sociales et patronales. Et donc, il faut une partie de fiscalisation et on engage cette grande transformation. Aujourd'hui, on est 35 ans après, mais aujourd'hui, on n'anticipe pas la bascule de la transition démographique. Aujourd'hui, on est 1,7 actifs pour un retraité. Dans 2040, on sera 1,2 actifs pour un retraité. Donc il est illusoire d'imaginer qu'on pourra continuer de financer un système de santé, un système de protection sociale avec des besoins croissants, avec les modalités d'aujourd'hui. Donc si on ne fait rien, on sait qu'on va creuser la Z. Et comme à un moment donné, on ne pourra pas, eh bien, on va continuer de désinvestir et donc de générer et des inégalités supplémentaires demain et des coûts supplémentaires demain. Donc là encore, si on ne planifie pas et si on ne transforme pas les modalités du financement, on sait qu'on se réserve des lendemains très compliqués. Donc il faut qu'on sorte du définancement mortifère de la protection sociale. Et pour que ça soit alors que faire assumable, pour ça, oui, que faire ? Ça veut dire qu'il faut absolument réinterroger la pertinence et l'efficience des prescriptions. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers des prescriptions beaucoup plus
opposable vers une forme d'accord confraternel de bonne prescription en reposant sur les préconisations de la Haute Autorité de Santé. On a cette chance-là dans notre pays d'avoir une Haute Autorité de Santé qui fait des préconisations sur énormément de pathologies, harmonisant les prescriptions, ça évitera des soins redondants, ça évitera des pertes de chance et ça évitera des coûts supplémentaires. En faisant ce type de transformation systémique du côté des prescripteurs, un changement de culture du côté des assurés sociaux, on sera en capacité de faire entre 10 et 20 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de santé. Ça nous sera indispensable si on veut pouvoir absorber et amortir les coûts qui vont évoluer du fait du vieillissement de la population dans les années qui viennent. Sinon, vous croyez qu'on peut y arriver, justement ? Ça dépendra du courage politique. Ça dépendra de la capacité à expliquer cela à la population, parce que c'est des changements d'habitude, et bien évidemment sur la mobilisation des professionnels de santé. Dans le cadre de la dernière convention médicale, les médecins se sont engagés à améliorer la prescription et l'efficience de la prescription. Eh bien, créons les conditions avec les éditeurs, avec les associations de patients, avec les pouvoirs publics, parce qu'il faudra qu'on mouille tous la chemise en la matière, parce qu'il va falloir qu'on sorte de nos habitudes si on veut que cette transformation elle soit assumable. Si on ne fait pas ça, ça sera des coupes franches dans les dépenses, avec les crispations sociales. Ça sera encore pire, vous voulez dire ? Ça sera évidemment pire. Et ça ne coûtera pas forcément moins cher. Ça fait 30 ans qu'on est sur de l'arbitrage comptable, court-termiste, technocratique, des coups de rabot, et on a vu ce que ça a donné. Ça ne répond en rien aux besoins systémiques et aux besoins des populations. Donc il faut absolument qu'on sorte de ça, sinon c'est demain des pans entiers du système de santé qui seront financiarisés, avec tous les effets de bord que ça a. On a vu sur les EHPAD, on a vu sur les crèches. On est en train de le voir sur un certain nombre de centres d'ophtalmologie dentaire totalement déviants en termes de qualité des prises en charge. Donc il faut qu'on se prémunisse de ça si demain on veut garantir l'accès aux soins de toute la population, partout et pour tous, et à des niveaux soutenables et assumables pour les entreprises, pour les assurés sociaux. Merci beaucoup, effectivement. Il y a du chemin à faire. Jacob von Weizsäcker, la dette, alors donc pour vous, il faut l'analyser, l'adapter à chaque pays. Qu'est-ce que vous pensez finalement des propos qui ont été tenus ? On passe ensuite à vos questions. Je vais essayer de répondre à votre question avec un exemple que j'ai vécu moi-même. La Sarre est une région très industrialisée. Il y a l'acier toujours, il y a l'industrie de l'automobile, très intensif en termes d'emploi dans notre région. Et pour décarboniser, il y a un énorme challenge. Donc moi j'avais proposé comme ministre des Finances créer un fonds financé à travers de la dette, peut-être un petit peu dans l'esprit que vous venez d'évoquer. La proposition de Jean-Paul. De Jean-Paul, tout à fait. Moi, j'étais surpris qu'il y avait un grand enthousiasme pour ça. Pourquoi surpris alors ? Mais l'enthousiasme venait pas du fait que ça pourrait vraiment financer les investissements dans l'innovation, dans les infrastructures pour des activités économiques décarbonisées. Mais il y avait beaucoup d'acteurs dans la région qui avaient l'idée de transférer tous les investissements du budget qu'on allait faire de toute façon pour avoir plus d'espace dans le budget pour la consommation, pour les activités de consommation. Et c'était vraiment une bataille politique pour assurer qu'on crée ce fonds pour des investissements nécessaires, supplémentaires, et à la fois on augmente le taux d'investissement dans le budget même. Et heureusement, on a réussi de le faire, mais c'est extrêmement difficile. Et pourquoi c'est extrêmement difficile ? Parce qu'on peut se demander, mais quelle est la raison de base ? Quelle est la raison de base pourquoi avant, on n'a pas investi suffisamment dans un certain nombre de domaines? La réponse est très simple. Les forces politiques, les lobbies étaient court-termistes. Ils étaient pour la consommation. Ils n'étaient pas pour la dépense qui va remporter des rendements à long terme. Et donc, si on donne à ce système, à travers de la dette, plus des fonds,
ils vont continuer exactement la même chose qu'ils faisaient avant, dépenser les fonds supplémentaires d'une manière court-termiste. Et si on ne réussit pas à briser cette logique, franchement, la dette supplémentaire ne va pas mener à des miracles de croissance, ça va mener à la situation que vous critiquez. On va finir avec plus de dettes, mais pas grand-chose à montrer pour ça en 5 ou 10 ans qui viennent. Et ça, à la base, c'est le problème. Et moi, je suis très heureux qu'on a réussi à transformer un petit peu nos règles fiscales sur le niveau européen, pour justement regarder d'un petit peu plus proche la qualité des dépenses publiques. Et je pense que c'est une bonne approche et j'espère que ça va aider les États membres en France, en Allemagne, de peut-être poursuivre un petit peu plus la logique de qualité de dépenses et pas non seulement la quantité des dépenses. Merci. Alors je crois qu'on a une question ici au premier rang. On peut applaudir effectivement Jacob. Merci de vous présenter. Merci beaucoup, monsieur. Oui, Eugène Berg, enseignant et essayiste. Alors, j'ai écouté Michel Consu il y a pas mal d'années, qui disait qu'une dette à long terme, elle s'efface que par la banqueroute générale, l'hyperinflation, unsere deutsche Freuden, Sie kennen das, et ou alors la guerre. Alors, la question que je pose, qui est un peu provocante, la dette russe, vous la connaissez, c'est 12,5% du PIB, le 10e de la nôtre. Je ne dis pas que Poutine s'est engagé dans la guerre avec ce faible taux d'endettement, mais il peut la poursuivre. La question que je vous pose, qui peut-être sort de vos compétences, est-ce que nous, l'Occident, qui devons augmenter les dépenses d'armement, est-ce qu'on pourra soutenir une compétition géopolitique militaire avec la Russie en augmentant d'1 ou 2% de notre PIB dans l'armement, et si on le fait, au détriment de quoi ça se fera? Voilà un grand problème que vous financiez. Alors, vous ne vous posez pas. Alors, mon ami, dernière chose, j'ai lu les mémoires de Frédéric le Grand, qui fait un énorme Weltanschauung. Il décrit la situation internationale. Il ne commence pas par l'ONU, il commence pour avoir une politique souveraine, indépendante, il faut avoir des finances saines. Je ne dirais pas que ça explique la défaite ou la victoire de 70, mais il y a quelque chose dans le thème qui est là. Merci. Merci pour votre question, votre témoignage. Je ne sais pas qui veut répondre. Ça ne se bouscule pas au portillon, hein, visiblement. Gérard, un mot ou non ? Non, c'est une question. Quand un ministre ne veut pas répondre, vous n'avez pas demandé à un petit citoyen de lui prendre la parole. Alors, une autre question peut-être, on va enchaîner. Je vais dire juste une chose. Je pense que votre ami, avec la troisième raison, il avait tort. Normalement, la guerre mène à la dette, ça ne détruit pas la dette. Et c'est important de le comprendre. Les guerres, c'est très coûteux. Ça coûte énormément. Et normalement, c'est ni possible ni raisonnable d'augmenter les impôts à un tel point qu'on pourrait payer pour une guerre. Donc, de ce point de vue-là, la troisième manière de faire disparaître la dette, à mon avis, c'est une analyse de l'histoire économique erronée. Mais quand on regarde la question, mais comment est-ce qu'on pourrait soutenir l'Ukraine dans cette guerre, il y a une réponse très simple. Notre économie en Europe, et si on regarde que l'Union européenne est tellement plus grande que l'économie russe, qu'il n'y a aucun problème de le financer. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'on le finance à travers d'une réallocation de ressources à l'intérieur de nos budgets maintenant, ou est-ce qu'on fait un financement moins partiel à travers de la dette? Alors, une autre question. Vous avez la parole, profitez-en. Ah voilà, monsieur, merci. Merci de vous présenter. Oui, donc bonjour, Ludovic de Mornac, entrepreneur. Une question sur le taux d'endettement, qui est le sujet de notre débat, de votre présentation. Nous avons un taux d'endettement de 120%.
traité européen limité à 60. La Grèce 2008. 110, 110 je crois. 110, bon. 112, allez. Ouais. Non, mais il pensait à lundi matin. Merci. Je pensais effectivement à la fin d'année. Mais justement, Grèce 2008, 170. Quel est notre pourcentage en fait de chance, puisque j'ai au moins deux assureurs qui sont à même de calculer des pourcentages de risque, d'être à une situation telle qu'a connue la Grèce en 2008? Et merci de votre réponse. Sarah, oui. Je peux essayer de répondre à votre question parce que j'étais l'analyste pour la Grèce quand elle a fait défaut. Donc, je dirais deux choses. D'abord, la situation entre France, celle de la France est très différente. Pour faire une comparaison entre les deux, l'économie de la France est beaucoup plus forte. Il y a un modèle commercial de l'économie française qui est beaucoup plus fort. Les institutions sont certainement beaucoup plus solides. Et si vous réfléchissez à votre capacité de collecter des impôts, ce qui est quand même une partie fondamentale d'institutions gouvernementales, l'ordre d'amplitude est plus élevé que ce qui était le cas pour la Grèce, par exemple. Ensuite, bien sûr, il y a il y avait une dette chronique, un déficit de la dette chronique plus importante. Donc il y a le nexus souverain-dette, donc qui était plus différent. Donc la crise était vraiment différente. Je dirais qu'il y a des différences fondamentales donc à garder à l'esprit entre les deux pays. L'autre chose que je dirais, c'est qu'il n'y a pas de chiffres magiques. Lorsque le niveau de dette d'un pays passe 100% du PIB, on nous dit qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, ça dépend de ce qui se passe d'autre dans l'économie. Regardez le Japon, regardez la capacité au crédit du Japon est tout à fait intacte. Il a un très haut niveau de dette, mais il peut la financer. Et donc, partiellement parce qu'il s'autofinance essentiellement à domicile. Donc, et encore, bien sûr, il y a des pays où on était des experts, on a étudié les défauts. Et il y a des pays où le défaut de la dette est très faible. Donc, il n'y a pas un chiffre magique. Je dirais ça va dépendre de ce qui se passe ailleurs, dans l'économie, dans les institutions. Fondamentalement, la façon dont nous voyons ceci, c'est que plus l'économie est forte, plus les institutions sont fortes, plus le niveau de dette est élevé et c'est durable. Et ça, bien sûr, c'est ce qu'on utilise dans notre approche et nos méthodologies. Et bien sûr, après, il y a la susceptibilité aux événements, aux risques. Aussi, voilà. Merci. C'est Jean-Paul qui va conclure cette session. Est-ce qu'il y a une dernière question? On a peut-être tout dit. Ah, attendez, oui, une main qui se lève, monsieur. Oui, on vous apporte un micro. Ah, il y avait même deux questions, je crois. C'est ça? On peut prendre les deux questions ensemble et puis on va y répondre ensemble. Enfin, on va essayer. La dette qui est actuellement en France de 3 100 milliards. D'accord? Avant le Covid, il y a quelques années, elle était à 2200. 2000 milliards, oui. 2000 et quelques. Et ces 1000 milliards, c'est passé où? Parce que il y avait 3000 milliards, c'est le Covid. Et le reste, c'est passé où? Elle est excellente cette question. Il faut arrêter de chercher des excuses, des adjuvants. Un jour, on a dit que c'était la crise des subprimes. Après, on nous a raconté que c'était ce que vous venez de dire. Mais c'est pas ça du tout. Il faut voir les vraies raisons. Et surtout... il y a le Covid quand même qui est passé par là. Le Covid ou la crise du subprime, on va en trouver un troisième dans quelques jours. C'est pas ça. C'est l'incapacité des élus de la République à tenir un budget qui soit équilibré. Car si on donnait aux entreprises, aux particuliers, de l'oxygène pour respirer, nous serions prêts
à jouer le jeu de l'intégration des grands défis de société, comme en a parlé il y a un instant le président Chenu, sur la santé. La santé est le premier vecteur à la croissance des pays. Et puis quand j'entends cette députée, comment s'appelle-t-elle, qui a dit « je vais saisir toute l'épargne », Madame Rousseau. Sandrine Rousseau. Quel dommage qu'elle ne soit pas là. Je leur ai dit, mes chères madames, quand on est député, on a un devoir de dire la loi. Cet argent, c'est pas le vôtre, c'est le nôtre. Qui vous permet, qui vous autorise à dire, je vais saisir l'argent en assurance vie. Il y en a 2000 milliards. Elle n'est pas fondée à dire cela. Donc tout ça, ce sont des excès, ce sont des positions trop radicales. Réfléchissons, comme on vient de le faire de manière très positive aujourd'hui, sur les issues possibles. Jean-Paul Paulin, on vous écoute pour conclure cette session rapidement, parce que je crois qu'on a un peu explosé les temps. C'est évidemment très compliqué puisque bien des sujets ont été abordés sous des angles différents. Donc, je n'ai pas le sentiment que je vais tout pouvoir conclure. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est d'abord que cette séance, cette table ronde, me semble avoir été plus consensuelle que ce que j'avais anticipé. Vraiment, il n'y a pas eu vraiment de débat trop contradictoire. Deux points quand même qui me paraissent importants à relever. Premièrement, la question du court-termisme, qui est effectivement importante. C'est vrai que quand on vote un budget chaque année, on est myope par rapport à ce qui risque de se passer, aux conséquences qui peuvent en résulter sur le long terme. Et ça, il faudrait effectivement y faire quelque chose en ce sens. Deuxième chose, la crédibilité. Il est très important, en effet, que lorsque des décisions sont prises, ça soit fait en connaissance de cause, pas en masquant un certain nombre de faits, notamment la conjoncture, parce que c'est vrai que le gouvernement s'engage à partir de données conjoncturelles qui ne lui sont pas contestées. Il y a pour cela en principe des contre-pouvoirs. La Cour des comptes d'un côté et le Haut Conseil de finances publiques de l'autre. Mais finalement, l'une et l'autre sont relativement inaudibles. En tout cas, ils n'ont pas le pouvoir de contraindre d'une quelconque façon et ce qu'ils disent n'est pas assez répercuté, n'est pas assez diffusé. Donc, peut-être serait-il important pour cette crédibilité, ce que racontait Jacob tout à l'heure sur la dette allemande, qui d'ailleurs a été très critiquée à l'époque. On a dit les Allemands cachent une partie de leur dette sous le tapis. Alors qu'en réalité, l'idée c'était justement de rendre crédibles les dépenses en question, qui étaient des dépenses qui devaient être des dépenses d'investissement. Donc ce problème de crédibilité, il n'est pas résolu et il faut effectivement qu'on donne plus de pouvoir, notamment au Conseil de finances publiques, comme ça se fait dans d'autres pays et notamment au Royaume-Uni. Merci à tous, merci de les applaudir, merci à vous pour votre participation.